Bonjour. Bonjour, bienvenue à Toulouse. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver ici pour les 15e rencontres des conseils de développement. Nous allons passer une journée et demie ensemble pour débattre, partager, imaginer, mais aussi passer de bons moments ensemble. Mais avant de commencer, on aimerait savoir d'où vous venez. Alors pour ça, avec Lara, on a imaginé une méthode vraiment scientifique, objective, sans faille. Et on a trouvé le viennoiserie test. Alors on aimerait savoir qui ici dit chocolatine. Levez la main. Faites du bruit. Chocolatine. Ok. Bah, moi, je suis désolée, je suis pas d'accord, Clara. Hein. Pour moi, c'est un pain au chocolat. Alors si c'est pour vous, c'est un pain au chocolat, levez bien la main qu'on vous voit. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que quelque part en France, on appelle également ça un petit pain. Eh oui. Nous avons une carte même. Oui. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, c'est un petit pain? Si oui, levez la main. Les petits pains. Oui. Ah, bah bienvenue au Nord et au Grand Est. Et voilà, il paraît qu'il y a même des participants qui sont venus de très loin, qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, je pense à l'outre-mer, Guadeloupe, Martinique. Bienvenue à vous. Levez la main. Voilà, on peut vous applaudir. Nous sommes ravis de vous accueillir à Toulouse, la capitale de la chocolatine, mais aujourd'hui la capitale des conseils de développement. Maintenant que nous avons fait connaissance, on va pouvoir ouvrir ces rencontres. Et donc, je vais appeler le président de Toulouse Métropole, monsieur Jean-Luc Moudinque, à nous rejoindre ici au pupitre. Bien, bonjour à tous. Et ravi de démarrer cette journée avec le test de la chocolatine. Nous avons vu au résultat du sondage fait en direct qu'entre chocolatine, pain au chocolat et variantes diverses minoritaires de petits pains, la diversité était à l'ordre du jour, tant mieux d'ailleurs, parce que quand on parle d'intercommunalité, on parle de diversité, quand on parle de démocratie, on parle de diversité. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu pour faire vivre la diversité de la manière la plus harmonieuse. En tout cas, croyez bien que je suis heureux de vous accueillir ici, vous accueillir en vous souhaitant la bienvenue, en souhaitant aussi que vous profitiez de ce séjour avec des sujets très sérieux pour prendre quand même du temps, découvrir Toulouse, pour celles et ceux qui, parmi vous, ne connaissent pas notre ville. Et vous allez découvrir Toulouse à partir d'un point original qui est la cartoucherie. Alors je crois que les créateurs seront à même de prendre la parole bientôt pour vous présenter, et qui mieux qu'eux peuvent le faire, cette cartoucherie. Cette cartoucherie, c'est quoi? C'est un endroit qui était une adresse industrielle. La cartoucherie renvoie à une industrie de fabrication militaire un petit peu ancienne, effectivement, qui a muté au fil du temps, qui s'est arrêtée au début de ce siècle. Et à partir de là, nous avons imaginé un projet. À l'époque, l'armée avait choisi un promoteur, et un de mes premiers actes d'adjoint à l'urbanisme à l'époque a été de me mettre au milieu de la transaction qui avait lieu et de déclencher la préemption municipale, ce qui a permis d'établir un projet qui, je crois, est intéressant, un projet qui est pluriel, qui est divers, justement, un projet qui, bien sûr, répond à l'enjeu principal de Toulouse et de sa métropole aujourd'hui, c'est-à-dire l'enjeu du développement, l'enjeu de l'accueil, la nécessité de construire des logements. 3900 logements sont prévus. On est à 2/3 de la réalisation de ce programme, mais évidemment, pas que des logements, également des aménités, et notamment la reconversion de cette halle industrielle qui date de 1912, et où des cartouchiers, des cartouchières se sont succédés, des munitionnettes également, des femmes qui travaillaient pour fabriquer des munitions. On n'a pas voulu que ce nouveau quartier
soit l'effacement d'une mémoire industrielle. Et donc la conservation de ce bâtiment, la conservation d'une petite halle à côté, permet non seulement de garder cette mémoire, mais de la mettre en valeur avec une reconversion autour d'un projet original qui nous a séduits. Nous avons écarté les projets traditionnels des promoteurs qui étaient devant nous et nous avons retenu ce projet dominé par les valeurs de l'économie sociale et solidaire, par le bien manger aussi. Alors on peut y manger des chocolatines, mais pas que. Comme nous sommes attachés à notre identité, vous trouverez des chocolatines, mais comme nous sommes ouverts au monde, ce qui est une vieille tradition à Toulouse, vous y trouverez des cuisines du monde entier, et puis bien d'autres choses également. Puis c'est un quartier qui est desservi par le tramway, avec des équipements publics qui sont assez exemplaires du point de vue de leur conception. Et puis la mise en œuvre d'un objectif qui est très discuté et sur lequel les CODEV ont eu à réfléchir ici et là à travers le territoire national, c'est comment construire aujourd'hui avec davantage de densité, avec un parti pris de hauteur volontariste, avec la conservation d'espaces de pleine terre et de respiration, l'introduction d'une végétalisation au cœur de l'urbanisation, comment faire accepter cette densité, comment faire en sorte qu'elle soit conjuguée avec un parti pris esthétique et de qualité architecturale. Je crois que les choses ont été pas mal réussies, et quand je dis ça, ne croyez pas que je me délivre un brevet d'autosatisfaction. Je veux surtout, et c'est au cœur, j'ai cru comprendre, du programme de vos travaux, je veux surtout dire merci aux habitants, parce qu'effectivement, ce projet-là, certes, il y a eu une volonté municipale pour le conduire, mais il y a eu surtout un process quasi permanent de participation citoyenne pour en définir les contours et le contenu. Et je crois que c'est une des clés du succès de cette cartoucherie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que c'est la volonté de la collectivité avec des objectifs d'intérêt général et construire la ville selon les principes d'aujourd'hui, mais aussi l'appel à nos concitoyens pour qu'ils amènent leur pierre, et leur pierre, ils l'ont amenée, ils continuent à l'amener dans le cadre de l'achèvement de cette ZAC. Nous avons eu ici un des premiers projets d'habitat participatif, c'était au tout début de la ZAC, ça a été un long chemin que nous avons épaulé et les choses se sont concrétisées. Au-delà, permettez-moi de saluer le travail des CODEV, Monsieur le Président de la coordination nationale des CODEV. On est ravis, on est très honorés à Toulouse de vous accueillir ici. C'est votre 15e congrès au niveau national et c'est la première fois que vous venez à Toulouse. Permettez-moi aussi de remercier Marie-Christine Jaillet, qui est très engagée au niveau de la coordination nationale, mais qui est ici notre présidente, enfin la présidente de notre CODEV. Elle a été nommée en avril 2013 par mon prédécesseur, Pierre Cohen, et j'ai chaque fois renouvelé la confiance de la collectivité à son endroit. Et en même temps, nous avons enrichi par un dialogue permanent la relation entre la métropole et le CODEV. Lorsque le CODEV a été créé, la métropole n'existait pas. C'était une communauté urbaine. La loi était en préparation. Elle a vu le jour en janvier 2014 et les métropoles sont nées officiellement, et celle de Toulouse notamment, au 1er janvier 2015. Et donc, dès le départ, on peut le dire, il y a eu une relation équilibrée entre la métropole naissante et le CODEV qui lui aussi était naissant. Et nous nous sommes attachés à développer le rôle du CODEV, d'abord en auditionnant la présidente à l'Assemblée plénière une fois par an avec le compte-rendu des activités, mais avec des réunions régulières, avec aussi une double capacité de travailler, s'agissant du CODEV, tantôt
la collectivité, l'exécutif saisit le CODEV en lui demandant de réfléchir sur tel ou tel sujet. Tantôt, c'est le CODEV qui s'auto-saisit. Et dans les deux cas, nous veillons à ce que le rapport du CODEV ne soit pas simplement enregistré et classé dans nos archives, dans nos services, mais qu'il y ait ensuite un moyen de le faire vivre à travers la participation du CODEV à nos commissions, à travers aussi une règle qu'on a instaurée il y a quelques années, c'est que lorsque le CODEV émet son rapport, il y a, comme dans les rapports provisoires des chambres régionales des comptes, il y a une phase de dialogue où la collectivité peut donner des réponses, et puis ensuite, de manière souveraine, le CODEV finalise son rapport, tient compte ou pas, ou comme il le veut en tout cas, des éléments de réponse que la collectivité a pu lui donner. Et puis ensuite, lorsque le rapport est remis à la collectivité, nous avons créé l'obligation pour la collectivité de répondre au rapport, c'est-à-dire de donner, d'indiquer les suites que la collectivité entend prolonger à telle ou telle proposition. Cela a donc renforcé l'utilité du CODEV. Et puis le CODEV, c'est aussi une pédagogie de la métropole. La métropole est assez récente, même si elle fête ses 10 ans cette année. Elle est très diverse. La métropole à Toulouse, c'est 37 communes. Et ça va de la commune de Mondouzil, que tout le monde ne connaît peut-être pas dans cette salle, c'est pour ça que j'en fais la pub, 250 habitants, jusqu'à la commune de Toulouse, qui aujourd'hui, de fait, compte quelques 525 000 habitants. Et le CODEV se rend régulièrement dans les communes pour justement parler du fait métropolitain. Et effectivement, la métropole en France, lorsqu'elle a été créée, a été perçue comme une chance, un relais de croissance pour le pays, un atout pour la compétitivité de la France. Mais on a bien vu très vite, quelques années après, que les métropoles ont été désignées du doigt, dénigrées, coupables d'être riches, grosses, égoïstes, alors que nous savons bien que la réalité est tout à fait différente. Et justement, il faut une pédagogie de la métropole. Et il y a une autre pédagogie aussi à faire en permanence, c'est la relation entre l'échelon communal et l'échelon métropolitain. Ça va faire 12 ans que je suis président de la métropole. J'ai toujours veillé à ce que la métropole n'écrase pas l'identité des communes. Et c'est très important qu'il y ait un rapport équilibré entre la commune et la métropole. La métropole qui amène une valeur ajoutée que la commune ne serait pas en capacité de produire, et en même temps la commune qui garantit une proximité, une relation avec les citoyens que la métropole serait moins à même de garantir. Et donc je remercie le CODEV que nous avons la chance d'avoir auprès de nous, de faire cette pédagogie à la fois dans les commissions de la collectivité métropolitaine et dans les conseils municipaux des 37 communes qui forment la métropole de Toulouse. Vous allez réfléchir sur la participation citoyenne dans le cadre de l'intercommunalité. C'est quelque chose de compliqué puisque vous savez bien que la loi de janvier 2014 créant les métropoles annonçait une autre loi qui n'a jamais vu le jour sur la mise en place du suffrage universel dans les métropoles. Et c'est une vraie difficulté dont j'ai eu à parler avec je ne sais combien de ministres depuis une dizaine d'années. C'est une vraie difficulté parce que nos budgets métropolitains sont d'une importance désormais plus grande et plus forte que les budgets communaux. Les compétences que nous assurons sont des compétences considérables. Pour autant, nous ne sommes pas élus au suffrage universel direct, visible. On est uniquement élus par cocher une case sur le bulletin municipal. Voilà. Donc, c'est une vraie difficulté. Et si tous les gouvernements, j'en suis témoin,
y compris ceux qui avaient prévu cela, n'ont pas donné suite à cette idée, c'est parce qu'ils craignaient de mettre, c'eût été prendre le risque de nous priver d'un échelon de grande proximité qui est fort utile dans la démocratie malade que notre pays connaît au jour d'aujourd'hui. C'est un véritable dilemme. On n'a pas trouvé la solution. Peut-être que vous la trouverez au cours des 2 jours qui vous rassembleront. Nous, on a un autre rendez-vous dans quelques semaines, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir un autre congrès national, qui est le congrès national d'intercommunalité de France, où nous avons la chance d'avoir pas moins de 1000 membres, c'est-à-dire les intercommunalités urbaines et rurales à la fois, donc les métropoles, mais pas uniquement les métropoles, loin de là. Et c'est un sujet dont nous aurons à reparler. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, j'en ai dit déjà plus que ce que je prévoyais, mais je voulais vraiment vous dire le plaisir que nous avions à vous recevoir ici, saluer le rôle de Marie-Christine Jaillet et souligner l'apport considérable du CODEV métropolitain, et vous souhaiter un bon séjour. Alors je vais malheureusement devoir partir vite parce que j'ai une cérémonie où le préfet m'attend, que j'ai fait retarder d'ailleurs. Le préfet a été indulgent pour être là pour vous accueillir. Sinon, j'aurais fait une vidéo. Mais bon, ça aurait été moins sympa, une vidéo, surtout après la chocolatine. Merci et bons travaux à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour poursuivre, j'invite le coprésident des Halles de la Cartoucherie, Monsieur Jérémy Lovenbruck. Bonjour à toutes et à tous. On est très très fiers de vous accueillir dans ce projet des Halles de la Cartoucherie et spécifiquement la cabane. On pourrait présenter le projet dans toutes ses dimensions là en 2 minutes. Je pense je vais juste essayer de vous donner un petit goût de ce qu'on a voulu accomplir. On pourrait raconter ce projet par son histoire. Jean-Luc Mouninck a commencé à le décrire et nous, notre histoire à nous, notre collectif a démarré il y a 10 ans. Justement, la métropole et Opidéal Aménageurs nous ont fait confiance et c'est vraiment important pour nous cette confiance qu'on nous a accordée sur un projet qui était pas clair, avec plein d'activités différentes, un projet de tiers-lieu. Il y a 10 ans, c'était pas complètement acquis qu'un projet comme ça puisse racheter un bâtiment et développer 13 000 m² d'activité. On pourrait présenter donc le bâtiment, on pourrait présenter ses activités, un gros volume de restauration, mais il y a aussi par exemple cette salle de spectacle qui accueille 90 événements culturels, à peu près une trentaine d'événements d'entreprise comme vous. Peut-être que demain ça va doubler. Et on a aussi des espaces de coworking, du sport. On travaille avec l'UCPA qui est un des associés fondateurs aussi du projet. Et ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est toute cette dimension socio-culturelle du projet. C'est quasi 500 événements au cœur du projet qui animent. Notre vocation première, c'est participer à la vie de notre quartier et de le faire avec les différentes parties prenantes de ce quartier. On pourrait peut-être aussi présenter ce projet par ce qu'on souhaite finalement accomplir. Ici, vous êtes accueillis par en fait, des travailleurs, travailleuses, 250 personnes, dont la moitié travaillent dans des coopératives. Il y a 3 coopératives qui coordonnent le lieu. Et donc, ce qu'on souhaite vraiment accomplir, c'est dans toutes ces activités, peut-être de loisirs ou du quotidien qui paraissent classiques, peut-être certains diront futiles, on essaie de pousser des pratiques sociales, environnementales, au cœur de ces pratiques, et notamment la façon dont on travaille, nous, entre nous, collaborateurs, collaboratrices. Pour accueillir un événement comme ça, c'est peut-être une trentaine de personnes qui ont travaillé. Donc je voulais vraiment les remercier à toutes ces personnes qui vous servent au quotidien là, demain et aujourd'hui. C'est aussi, et chez vous d'ailleurs dans vos équipes, il y a aussi plein de gens qui travaillent dans l'ombre. Donc un grand bravo à elles et eux. Ce qu'on souhaite accomplir au fond, finalement, à travers ce projet d'économie sociale et solidaire, ce projet de tiers-lieu, c'est de faire vivre l'idée de la collaboration. Et je pense que là, on se rejoint, vous, CODEV, et nous, dans notre projet de tiers-lieu. Cette collaboration, vous savez que c'est quelque chose de puissant, qui est incroyable, mais qui est difficile au quotidien. Nous, on est traversé par plein de tensions. Sachez que ce projet-là, c'est un achat de bâtiment, c'est un projet, c'est 33 millions d'euros d'investissement sur l'immobilier, c'est 10 millions d'euros sur l'exploitation. Dans un modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est pas évident. C'est 5% de subvention d'investissement, donc on est obligé de travailler sur une approche marchande. C'est 18 millions de chiffre d'affaires. Donc
vous avez l'impression peut-être d'être dans un centre commercial ou dans un grand machin en fait, qui veut faire du pognon, et on l'assume, parce que c'est aussi un enjeu d'autonomie. Et vous voyez, c'est un premier axe de tension, deuxième axe de tension, il est humain, c'est plein d'activités à chaque fois qu'il y a une activité différente. Il y a un monde, il y a des croyances, il y a des personnalités, il y a des personnes. Sachez que les 7 fondateurs, c'est des hommes blancs, 50 ans, 40 ans, privilégiés. Donc imaginez le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes et collectivement pour arriver à déconstruire des choses, pour mieux coopérer au quotidien. Et je pense que ça, c'est ce que vous vivez au quotidien au CODEV. Et je voulais vous remercier vraiment de votre travail. J'en finis. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, un document produit par le CODEV de Toulouse sur les 10 ans du CODEV qui présentait Toulouse en 40 axes. Et ça m'a donné une énergie incroyable et envie de contribuer en fait sur ce projet finalement collectif. Parce que ce qui était présenté, c'est à la fois les beautés de Toulouse et à la fois toutes les tensions et tous les axes de travail qu'on devait mettre en œuvre en fait, pour que ça fonctionne mieux. Et donc, ce document et donc ce travail collectif que vous avez produit, je peux vous assurer que ça donne beaucoup d'énergie pour un acteur économique comme nous. Voilà, bravo encore. Merci. Donc nous allons poursuivre avec Marie-Christine Jaillet, présidente du CODEV de Toulouse Métropole. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Un petit mot d'abord pour vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Toulouse pour ces 15e rencontres que nous avons eu l'immense plaisir d'organiser avec la coordination nationale dans un lieu emblématique du renouvellement urbain et des transformations de l'économie et de nos sociétés, à l'heure du réchauffement climatique et de la crise environnementale. Hier, emblématique des enjeux de renaturation de la ville à l'île du Ramier. Et puis ce soir, dans un lieu emblématique d'un autre rapport aux sciences, au Quai du Savoir, dans les locaux du Muséum d'Histoire Naturelle, où une surprise de taille vous attend, mais je n'en dirai pas plus. Nous espérons que vendredi, vous repartirez contentes et contents de nos discussions et des moments conviviaux que nous partagerons, que nous avons déjà partagés. Un petit mot ensuite pour adresser mes remerciements tout aussi chaleureux à ceux et celles qui nous ont aidés et qui ont permis que ces rencontres se tiennent. Le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudinque, qui nous a apporté son soutien et qui, avec l'ensemble de l'Assemblée communautaire, nous a donné les moyens financiers nécessaires. Les services de la métropole qui ont répondu à nos sollicitations, l'équipe de la cabane, attentive à nos demandes, réactive, bienveillante, celle de la coordination dont la mobilisation est indispensable et le savoir-faire tellement précieux. Alors un merci particulier à Alexandra, Pauline et Monche. Et puis un merci bien sûr à la Dream Team toulousaine, Clara et Clara, Sylvain, sur le pont depuis des mois et tout l'été, inventifs, toujours de bonne humeur, avec lesquels il est tellement facile et si agréable de travailler, et à qui ces 2 jours devront beaucoup. Alors un clin d'œil un peu particulier à Pierre Lefebvre, qu'un certain nombre de vous ont connu, qui a accompagné les travaux du CODEV pendant de longues années et qui avait soufflé à l'équipe actuelle le lieu. Et puis un clin d'œil aussi à notre illustratrice qui nous accompagne, Véronica DV-DLP, à qui nous devons l'affiche des rencontres. Et si vous regardez de près, il y a d'ailleurs un indice sur la surprise de ce soir. Dire juste quelques mots aussi pour vous signaler que nous allons repartir, en tout cas nous l'espérons ce soir, enrichis, ragaillardis par les temps d'incertitude et de doute que nous traversons. Et j'allais dire, nul doute que nous avons besoin de cette perspective et que cette perspective-là fait du bien. Ces rencontres sont le fruit, on le sait, on l'a dit, d'une aventure collective toujours renouvelée. Elles sont une pause dans le quotidien de nos activités,
elles nous permettent de faire le point sur les questions qui nous traversent, donnent à voir aussi la diversité de nos travaux. Alors pour finir, juste quelques mots pour dire que ce débat sur le thème que nous avons choisi, eh bien, à quelques mois d'élections qui sont d'abord municipales et pour le moins d'actualité. Il est en effet fort à parier que la question intercommunale sera peu présente dans la campagne, sauf peut-être à Lyon où, en raison de l'élection au suffrage universel direct, eh bien, la question et le débat sur le projet intercommunal sera là. Or, les intercommunalités organisent aujourd'hui pour une large part notre cadre de vie sans véritable inscription des politiques communautaires dans le débat démocratique. Dès lors, la question est bien de savoir quelle est la place et quel rôle pour nos conseils de développement, à cette échelle bien sûr, mais aussi à une autre échelle, celle des grands territoires, pour répondre aux enjeux de la transition socio-écologique qui, plus que jamais, souligne l'interdépendance entre territoires. Par exemple, en matière de gestion, de partage, de protection des biens communs, qu'il s'agisse de l'eau, de l'air, de l'énergie, en matière d'organisation des mobilités pour un développement territorial plus équilibré. Alors que l'on observe que des dialogues, des coopérations, des alliances entre territoires métropolitains, périmétropolitains, entre territoires urbains, périurbains et ruraux s'expérimentent par des rapports pas toujours symétriques et horizontaux, pas toujours dans la réciprocité, alors que les rapports urbains et ruraux doivent être repensés sur un autre registre que le registre de la fracture. Quelle est la place pour les CODEV, pour nos CODEV? Quelle est notre capacité à nous inscrire aussi sur ces nouvelles scènes interterritoriales, voire à porter cette exigence pour sortir des périmètres institutionnels, à y apporter un souffle démocratique. Alors, 2 jours pour en débattre, 2 jours pour avancer. Chiche, on s'y met. Merci Marie-Christine Jaillet. Alors, nous allons poursuivre cette séquence avec Bruno Arbouet, coprésident de la Coordination nationale des conseils de développement. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. À mon tour de remercier tout particulièrement Jean-Luc Moudenc de nous avoir accueillis dans ce lieu donc emblématique, on l'a dit, des transformations urbaines de la métropole de Toulouse. Merci également à Marie-Christine et à toute son équipe pour leur mobilisation sans faille aux côtés d'Alexandra et de notre petite équipe pour garantir les conditions de succès de notre événement. Si vous le permettez, je serai bref, mais je vais faire un pas de côté. En ouverture de nos rencontres, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'air du temps. Et disons-le clairement, l'air du temps n'est pas bon, l'air du temps est mauvais. Des menaces aux frontières de l'Europe, une crise politique nationale qui s'éternise, une défiance toujours accrue de nos concitoyens envers leurs représentants, une société fragmentée où les radicalités, les invectives, les outrances dominent, une absence de projet collectif, une crise profonde de confiance dans l'avenir. Tous ces signaux sont de nature à témoigner d'une évolution peut-être comparable à celle que l'on peut voir à l'œuvre dans certains pays, notamment en Europe, mais pas que, et que l'on qualifie de démocratie illibérale. Car ne nous y trompons pas, la démocratie de par le monde va mal et n'est plus nécessairement considérée comme la perspective idéale, évidente, désirable, mais tout au contraire comme le régime à l'origine de tous nos maux. Alors dans ce climat anxiogène, les conseils de développement à l'échelle de nos territoires sont des espaces de résistance à l'ère du temps, de cet ère du temps mauvais, des petites lueurs
d'espoir modeste, des petites lueurs de confiance allumées pour dire envers et contre tout notre optimisme et notre enthousiasme. Cette énergie citoyenne revendiquée, c'est notre atout commun, partagé, dans le cadre de nos travaux, de nos avis, de nos réflexions, de nos débats, de nos échanges, voire de nos disputes. Et voilà que dans ce contexte difficile, des politiques en mal d'inspiration envisagent d'éteindre ces lueurs en rendant, vous le savez, nos codev facultatifs au prétexte que leur activité ou leur existence gênerait le retour à l'équilibre de nos comptes publics ou rendrait l'action publique plus complexe. Alors, à l'heure où je vous parle, la menace semble s'être éloignée, bien que l'on nous annonce, j'en parlais avec le président Moudenc, une nouvelle ambition de décentralisation qui pourrait être un vecteur de relance de cette menace, semble s'être éloignée. Alors, non pas qu'ils aient pris conscience de l'ineptie de leur initiative, mais en raison, tout bêtement, d'une démission gouvernementale, démission qui est probablement aussi la preuve de leur incapacité à trouver des compromis, toujours utiles quand il n'y a pas de majorité. Compromis. Compromis, c'est ce justement à quoi travaillent nos codev. Qu'est-ce qu'un codev? Sinon le lieu de la fabrication du compromis, de l'échange, du débat apaisé, de l'émergence des voies de passage pour sortir de nos impasses collectives. Qui pourra croire un seul instant que l'extinction de nos codev pourrait contribuer au rétablissement des comptes publics? Qui peut entendre que notre affaiblissement serait de nature à régler la complexité à laquelle est confrontée la vie de nos élus? En quoi serions-nous un poids, un obstacle à la fluidité ou à l'efficacité de l'action publique? Évidemment, vous l'avez compris, tout ceci n'est qu'une fable. Mais alors, si tout cela n'est pas vrai, qu'est-ce qui justifie pareille sottise? On peut imaginer une première raison qui soit purement conjoncturelle, une réponse démagogique qui ne coûte rien et qui satisfasse à l'air du temps dont je parlais. Après tout, nos instances sont peu connues, leurs capacités de nuisance sont faibles, voire nulles, et donc on peut s'en passer sans risque. Tout cela démontre à l'évidence le désarroi dont nos représentants sont victimes, prêts à imaginer des mesures contraires à leurs propres intérêts. Oui, contraires à leurs propres intérêts. Car les codev ont toujours démontré leur utilité dans l'articulation entre démocratie participative ou contributive et démocratie représentative. L'utilité, nous le savons au quotidien, l'utilité des codev, c'est aussi de renforcer la confiance dans les élus. Mais plus fondamentalement, cette méconnaissance de notre rôle, c'est aussi une forme de mépris vis-à-vis de la parole citoyenne qui s'exprime librement au sein de nos conseils, ou, pour le dire différemment, ou plutôt une absence de reconnaissance de ce que le constitutionnaliste Dominique Rousseau appelle la compétence des citoyens. Que l'on ne s'y trompe pas, nous ne sommes pas rassemblés ici dans un réflexe corporatif, étriqué, pour défendre je ne sais quel intérêt de structure ou de statut. Non, nous sommes simplement meurtris de constater que nos gouvernements n'ont pas compris que nous avions changé d'époque. Aujourd'hui, plus que hier, les citoyens revendiquent la possibilité de pouvoir intervenir et se faire entendre dans la durée entre deux rendez-vous électoraux pour continuer à peser sur l'élaboration des décisions publiques. Cette ambition de démocratie continue que nous portons a pour seul objectif de densifier notre démocratie, de lui donner du poids, de lui donner de la couleur et, ce faisant, de renforcer notre cohésion sociale. Pierre Rosanvallon explique bien que l'une des raisons
de la défiance croissante entre les citoyens et leurs représentants et que nos élus, je le cite, ne racontent plus la vie des gens. Or, le rôle d'un conseil de développement, c'est justement de raconter la vie des gens, la vie sensible, leurs souffrances ou leurs colères, bien sûr, mais aussi et surtout leurs attentes, leurs projets, leurs désirs. Alors, parce que nous ne baissons pas les bras, nous espérons que la raison finira par l'emporter. Au sein de nos assemblées citoyennes, à l'échelle de toutes nos intercommunalités, au quotidien, nous nous attachons, dans la joie et le plaisir partagé, à faire mentir le grand poète national, Paul Valéry, qui définissait, vous le savez, la politique comme l'art d'empêcher les gens de se mêler de ceux qui les regardent. Nous affirmons, à l'ouverture de nos travaux, qu'il est vraiment grand temps, pour déconfiner politiquement notre pays, de reconnaître la compétence des citoyens. C'est ce à quoi nous œuvrons dans nos territoires avec énergie, enthousiasme, optimisme et bonne humeur. Je vous remercie. Merci Bruno Arbouet.